Et pour ce grand réveil, nous retrouvons Jean-Frédéric Poisson, que vous connaissez bien, chers auditeurs, président de VIA, La Voix du Peuple, ancien maire de Rambouillet, député des Yvelines entre 2007 et 2017. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Je suis avec Alexandre de Galzin pour mener cet entretien et nous vous recevons puisque vous proposez ce petit ouvrage qui est donc très léger, très court, chers auditeurs. OMS l'overdose, pour que la France s'en sorte, faut-il en sortir? C'est une sorte d'étude que vous avez menée, Jean-Frédéric Poisson. Il y a beaucoup de questions-réponses. C'est de vos échanges avec des professionnels de santé, notamment, que vous livrez à tous les auditeurs qui se procureront cet ouvrage. Pour commencer, le titre de cette émission, de cet entretien, c'est l'overdose de totalitarisme sanitaire. Est-ce que ces mots-là seraient trop forts selon vous, Jean-Frédéric Poisson? Totalitarisme. À peine. À peine. Ils décrivent assez bien la dérive dans laquelle s'engagent un certain nombre d'organisations internationales. L'Union européenne en est une. L'Organisation mondiale de la santé, qui nous rassemble ce matin, en est autre. Et je vous remercie de me donner ce matin l'occasion de parler de ça à nos auditeurs. Cette Organisation mondiale de la santé a été fondée il y a 80 ans, après la Seconde Guerre mondiale, dans un but tout à fait louable, qui consistait à ce que les pays du monde entier puissent partager des bonnes pratiques, des protocoles, des médicaments, des équipements, des moyens, pour faire en sorte que la santé de tous les peuples de la Terre s'améliore, que les politiques de santé publique s'accroissent et que chacun puisse avoir sur toute la Terre un accès normal à la santé au moyen de cette coopération internationale. Bonne idée, belle idée, rien à dire, formidable. Puis petit à petit, l'Organisation mondiale de la santé a dérivé, elle s'est mise à, plutôt que de la santé publique, à faire du contrôle actif des populations, dans le but de faire baisser la population mondiale, ou en tout cas de ralentir sa croissance, au nom du vieux credo que si la croissance démographique est trop forte, il ne peut pas y avoir de croissance économique. C'est toujours un peu le malthusianisme ambiant qui pointe son nez. Et la dernière en date, c'est que, parfois, elle veut s'arroger des pouvoirs sur les politiques sanitaires des États qui sont membres de l'Organisation mondiale de la santé, comme les États sont membres de l'ONU, de l'UNESCO et des grandes instances internationales. Et on voit bien que, à l'occasion de la crise sanitaire du Covid, de la pandémie qui a frappé les pays du monde entier, eh bien, l'OMS en profite pour installer un pouvoir qui n'est pas légitime, qui est exorbitant de son projet initial, qui n'est pas pour le bien des peuples, exactement au fond comme l'Union européenne, comment dire, à sa mesure et dans son propre domaine. Donc, parler de totalitarisme, oui, dans la mesure où, à partir du moment où on prive les peuples de leur souveraineté sur des sujets qui sont essentiels pour eux, on peut commencer à parler de régimes qui sont absolument désagréables, et la pente est celle-ci sans aucun doute. Vous avez dit que l'OMS avait petit à petit évolué dans sa mission et vous avez mentionné le Covid. Est-ce que même si ça a été un changement qu'on imagine sur le long terme, est-ce qu'il y a quand même eu une fracture au moment du Covid? Est-ce que ça a vraiment été le moment de basculement ou est-ce que c'est un processus qui vraiment était déjà engagé depuis longtemps? Je pense que le, le Covid, comme sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, a fourni l'occasion de faire avancer un certain nombre d'agendas, comment dire, de volonté de conforter une gouvernance à caractère mondial sur un certain nombre de sujets. Sur la santé, c'est évident. Euh, c'est une forme d'équilibre à tenir qui n'est pas simple, je veux bien le reconnaître, mais on est encore une fois, plutôt que de faire confiance au peuple, euh, on s'apprête à confier les clés du camion, si j'ose dire, à une instance supranationale. Je m'explique. Tout le monde comprend bien qu'en cas de pandémie, euh, il est difficile d'imaginer que chacun puisse faire les choses dans son coin et, comment dire, traiter un peu les trucs à sa sauce, si j'ose dire, de manière triviale. Donc, il faille, pour traiter ce genre de sujet, par définition très internationale, une coordination internationale avec une instance qui est chargée, comment dire, de mettre en commun les informations, de réunir un peu les gens, de les faire travailler ensemble, d'essayer d'avoir un peu de politique homogène sur le plan international. Tout ça, c'est du bon sens. Mm. Et c'est ce qui se passait, c'est ce qui s'est passé jusqu'à la crise du Covid, à supposer que l'OMS ait joué pleinement son rôle dans cette affaire, ce qui n'est pas certain. En tout cas, c'est très contesté, par exemple, par
l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui comment dire, a fait des déclarations extrêmement sévères sur le fait que l'OMS, précisément, n'a pas bien joué son rôle dans cette affaire. Mais passons. Euh, et en fait, après la crise sanitaire, l'OMS a proposé aux États membres un changement de ses textes fondateurs. Euh, je vais dire les choses de manière un peu tranchée, un peu à la serpe, mais nos auditeurs me le pardonneront. Euh, L'évolution, elle est très simple. Si jamais les États à l'Assemblée générale adoptaient les modifications souhaitées par l'OMS, nous aboutirions à la situation que je vais décrire maintenant. Article 1, désormais, en cas de pandémie, l'OMS est en droit d'imposer à tous les États membres une politique de santé publique, et les États membres ne pourront pas faire autre chose que de l'appliquer. Article 2, qui décide qu'on est en situation de pandémie? Réponse, l'OMS. C'est Autrement dit, la boucle est pratique. bouclée. Ben, c'est pratique, voilà. Comme disait Coluche, comme ça, je fais qu'un voyage. Et le pire, enfin, il y a beaucoup d'autres dispositions dans ces traités, mais euh, quand on voit par exemple que la notion de pandémie, qui il y a encore quelques temps, enfin encore maintenant, puisque les textes sont en vigueur, incluait de la mortalité élevée, un risque réel d'infection générale, de contamination généralisée, etc. Donc des choses un peu objectives. Cette notion de pandémie est susceptible d'évoluer vers quelque chose comme d'un risque éventuel de contamination avec peut-être des morts à grande échelle, ce qui n'est pas exactement. Enfin, c'est le cas d'une route, je sais pas, La grippe. n'importe quelle angine ou Ouais. un On rhume, ça pourra peut avoir une faire. pandémie de grippe tous les hivers pendant 3 mois. Oui, absolument. Deuxième élément, c'est le directeur général de l'OMS, c'est lui seul qui déciderait désormais de cette nouvelle situation. Et je n'ai pas besoin de vous dire que quand on boucle avec le fait que les financeurs privés aujourd'hui sont les principaux soutiens de l'OMS et de loin, eh bien, on peut craindre que l'OMS se place sous la coupe de ses financeurs privés parce que il y a deux statuts au fond pour les financeurs de l'OMS. Un premier statut, celui des États qui payent, qui financent et qui, voilà, la France donne quelques dizaines de millions d'euros par an pour financer cette organisation. Et quand les financeurs privés payent, ils donnent de l'argent, mais ils flèchent leur argent vers tel ou tel programme de santé. Ainsi, par exemple, monsieur Gates, qui est un philanthrope mondial, comme vous savez, un bienfaiteur de l'humanité, pourrait dire à l'OMS, bah tiens, en cas de pandémie de je sais pas quoi, je souhaite que vous financiez et que vous fassiez la promotion de tel vaccin pour soigner telle pandémie de je ne sais pas quoi. Et miraculeusement, on verrait converger ainsi les décisions de l'OMS avec des intérêts financiers privés tout à fait précis, tout à fait identifiés, et pas exactement imaginés dans le sens du bien de l'humanité. Donc vous voyez que là, on est quand même dans une dérive, alors totalitaire, nous verrons bien, mercantile en tout cas, et extrêmement plutocratique. Alors ça, c'est tout à fait évident. Alors Jean-Frédéric Poisson, juste avant de revenir sur la question des financements privés de l'OMS, j'aurais une simple question. Vous dites que l'OMS pourrait imposer aux États membres des politiques sanitaires, mais j'aurais une question à ce moment-là. L'OMS, combien de divisions? Oui. Vous savez, c'est l'histoire du contrat social de Jean-Jacques Rousseau et des servitudes volontaires de la Boétie. Si vous abdiquez votre droit à faire quoi que ce soit, vous le remettez dans les mains de quelqu'un, on n'a pas besoin de vous surveiller ni de vous punir, puisque vous êtes d'accord pour organiser vous-même votre propre Oui, mais un État qui impuissance, si n'aurait pas j'ose dire. envie d'appliquer les directives de l'OMS, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Enfin, l'OMS va pas lui envoyer l'armée des médecins. Ah non, il y a pas d'armée à l'OMS, ça c'est vrai. Bah, vous savez, d'abord, il s'agit de la santé des gens quand même, donc cet État serait certainement mis au banc des nations. La constitution de l'OMS a valeur de traité international, donc cet État pourrait être inquiété sur le plan du droit international pour non-respect de sa propre parole, ce qui n'est jamais très agréable. Ça le mettrait sans doute au banc des nations, enfin, ça pourrait être considéré comme déraisonnable au regard de la santé de sa propre population. Donc, nous, bien sûr, l'OMS n'envahira pas le pays récalcitrant, c'est certain, mais ça pourrait avoir pour conséquence de mettre ce pays au banc des nations si jamais il y avait quelque chose de grave de cette nature. Et alors justement, Euh, vous rappelez au début de votre ouvrage que en fait l'OMS est composée. Alors vous me dites si vous m'arrêtez si je me trompe, d'un conseil qui réunit donc tous les États membres qui ont quelque chose comme 3 délégués. Il y a 194 États membres dans c'est ce que vous expliquez. Et ensuite il y a un conseil restreint d'une trentaine de membres. Qui élit lui-même un président. Mais donc du coup, est-ce que ça signifie pas finalement que
dans le fond, ce sont les États quand même qui ont la main sur l'OMS, sur les politiques qui sont décidées, et que quelque part, on peut faire confiance, en tout cas, aux nations mondiales, peut-être, pour justement ne pas abdiquer trop de souveraineté. Et je prends par exemple des États qui vont être moins puissants que la France, mais des petits États africains ou polynésiens ou je ne sais où, qui en fait vont se dire non, j'ai pas forcément envie d'abdiquer non plus ma souveraineté. Donc quelque part, est-ce qu'il y a le risque est si grand finalement? Et s'il est si grand, pourquoi? Le risque est grand parce que le régime de la pandémie échapperait à ces modalités de décision qui sont aujourd'hui dans la Constitution. C'est précisément ça qu'il s'agit de modifier dans le texte fondateur. C'est-à-dire qu'en cas demain, le directeur général de l'OMS dira attention, nous sommes en pandémie. Donc, la première conséquence, c'est que l'organisation de la santé peut se passer de la décision d'une certaine manière, de ses États membres ou en tout cas raccourcir des décisions et des circuits de décision et faire en sorte que il décide d'une politique de santé publique pour la Terre entière. D'une certaine manière, on est en train d'inventer un régime d'exception. La pandémie devient pour l'OMS un régime d'exception qui échappe aux règles habituelles et qui place la direction générale de l'OMS dans une situation d'arbitraire quasiment sans limite. C'est ça qui est le danger. C'est vrai que le fonctionnement que vous décrivez est tout à fait juste. Si demain il s'agit de déterminer un programme d'aide en Asie du Sud-Est pour prévenir contre des dangers liés, par exemple, aux grandes inondations ou à la mousson, je ne sais pas quoi, ou quelque chose de local, cette décision-là suivra le circuit que vous venez de décrire, qui est celui qui est habituellement en vigueur. Mais il s'agit d'inventer, encore une fois, un régime d'exception à l'occasion des pandémies et faire en sorte que les peuples et les États soient contraints de suivre les directives de l'OMS, c'est-à-dire des services de l'OMS en tout cas, plutôt que des membres de l'OMS en l'espèce. On reste avec vous, Jean-Frédéric Poisson. Simplement une petite annonce, chers auditeurs, à 7h30. Restez bien avec nous pour la suite du programme. On retrouvera Charles-Henri Gallois, voilà, 7h30. On continue pour le moment avec Jean-Frédéric Poisson au sujet de l'OMS. Jean-Frédéric Poisson, vous avez évoqué plusieurs fois la question de la souveraineté. Vous soulignez le fait que les responsables de l'OMS ne sont élus par personne, en tout cas pas par les peuples sur lesquels ils pourraient avoir je cherche mes mots. pas en tout cas par les peuples qu'ils vont pouvoir orienter vers certaines politiques. D'un autre côté, en même temps, on imagine bien que le français moyen se retrouverait assez peu légitime et en tout cas suffisamment formé pour pouvoir voter les responsables de l'OMS. C'est quand même quelque chose de très spécifique. On n'a pas les compétences ni les connaissances nécessaires pour faire ce genre de choix. Pas certain que vous avez raison. Ce que vous décrivez est tout à fait juste. Cela étant dit, pour la santé du peuple, enfin la santé du peuple français, la prospérité du peuple français, est-il plus important d'avoir un représentant compétent à l'OMS ou un ministre de la Défense qui connaisse son métier? On peut se poser la question. Tout le monde considérerait lunaire de ne pas participer indirectement à la désignation ministre de la Défense, ce que nous faisons en élisant le président de la République. La mécanique de la désignation à l'OMS est la même par ailleurs. Enfin, il s'agit de 2 personnes qui sont désignées par chef de l'État. Ou le ministre de la Santé, d'ailleurs, ou les deux, je ne sais pas très bien d'ailleurs comment ils sont désignés. En tout cas, ils sont désignés par les autorités françaises, c'est certain. Donc, un mécanisme habituel de représentation. Mais bien sûr que nous serions bien ennuyés à décider d'une politique sanitaire contre je ne sais pas quoi, de la même manière que le peuple français serait bien ennuyé de décider de la place des chars d'assaut sur un champ de bataille ou de l'utilisation des escadres de défense aérienne en cas de conflit. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que demain matin, le directeur général de l'OMS annoncera au monde entier que, imaginons qu'un énième Covid, je ne sais pas comment il s'appellera, celui-là, 27, 29, 31 ou 15, le directeur général de l'OMS dira, voilà, mesdames et messieurs, nous allons vacciner intégralement l'ensemble des populations mondiales et vous le ferez à l'aide du vaccin. On va dire les choses au hasard. Pfizer numéro 8. Et tous ceux d'entre vous qui refuseront d'appliquer cette décision seront mis à l'amende. Et pourquoi pas imaginer que l'OMS invite à prendre des sanctions internationales contre ces États récalcitrants. On peut tout imaginer. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que l'État français serait alors, l'État français comme les autres, serait privé de toute forme de droit à appliquer
dans son sein des mesures de lutte contre la pandémie et qui correspondent à sa population, sur le plan quantitatif, à sa météorologie, à sa géographie, aux moyens dont il dispose. Enfin, tout le monde comprend bien que on ne peut pas lutter de la même manière et d'une manière uniforme contre un virus en Finlande et en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Ça ne peut pas être tout à fait la même chose. Donc, il faut impérativement, en même temps qu'on coordonne le mouvement général de lutte contre une pandémie, laisser aux États suffisamment de latitude pour mettre en œuvre les politiques sanitaires qui correspondent à leur culture et à leurs moyens. C'est ça qui est très inquiétant dans cette affaire, c'est que il y aurait un diktat de la direction générale de l'OMS qui serait absolument privative de la liberté de manœuvre des ministères de la Santé respectifs de chacun des États membres. C'est ça qui est dangereux. J'aurais juste une dernière question, je crois qu'il nous reste 1 minute, Jean-Frédéric Poisson. C'est sur la question de Bill et Melinda Gates, leur fondation. Alors évidemment, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce couple, de ces deux personnages, de cette fondation. Et est-ce que concrètement, ils n'ont pas d'intérêt dans l'industrie pharmaceutique, ils n'ont pas forcément de grandes entreprises comme ça, etc. Et concrètement, pourquoi est-ce que selon vous, ils sont autant impliqués dans l'OMS? En 20 secondes, Jean-Frédéric Poisson. C'est très simple, parce qu'ils y gagnent de l'argent. Grâce à l'OMS, ils gagnent de l'argent. On voit bien que Bill Gates et sa femme ont investi dans des laboratoires pharmaceutiques, soutiennent des campagnes massives à base de médicaments dans beaucoup de pays du monde, en particulier en Afrique depuis un moment déjà, et qu'ils s'enrichissent en faisant semblant de contribuer au bonheur de l'humanité, alors qu'en réalité, ils se remplissent les poches. C'est très simple, c'est une affaire de plutocratie, comme je le disais tout à l'heure, et malheureusement, cette grande organisation internationale participe activement à cette dérive insupportable pour les peuples. Bon, chers auditeurs, si vous voulez creuser le sujet, c'est donc ce petit ouvrage, OMS, l'overdose pour que la France s'en sorte, faut-il en sortir? C'est sous la direction de Jean-Frédéric Poisson. Il y a de nombreux entretiens dedans avec des personnes légitimes pour répondre à toutes ces questions que vous vous posez. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Jean-Frédéric Poisson, merci beaucoup pour cette étude et merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve très bientôt de toute façon pour continuer à parler de choses et d'autres.